Mesdames et messieurs, chers fidèles internautes, bienvenue à ce tout nouveau numéro de l'interview spéciale. Aujourd'hui, un honneur pour nous d'aborder aussi un sujet très spécial. Préparation à l'emploi, les grands défis des jeunes Quinois. Ce sera notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons les décortiquer avec un expert en informatique, formateur également, entrepreneur et marketeur digital. Qui est-ce? C'est bien sûr M. Brady Moussia à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation malgré vos différentes occupations. Merci. Pour moi, c'est un honneur aussi de pouvoir me présenter devant vous et présenter cette émission. Merci beaucoup. Ouais, vraiment un plaisir de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Nous allons discuter autour du défi que les jeunes rencontrent face à la préparation de l'emploi. On parle ici de la préparation de l'emploi, mais avant qu'on aborde ces sujets, j'aimerais savoir si vous vous sentez à l'aise. Oui, hein, en tout cas, je me sens très à l'aise et voilà, et surtout que d'aborder aussi un sujet aussi capital pour le jeune, parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont, disons, presque à la merci de beaucoup de problèmes, en fait, liés au monde de l'emploi. Et donc, aborder ces sujets pour moi, personnellement, c'est en fait pallier aussi d'une certaine façon à ces problèmes, en fait, qu'ils rencontrent le jeune, surtout le jeune quinoa. Voilà, pallier à ces problèmes qu'ils rencontrent les jeunes et évidemment, ça sera les socles de l'enregistrement d'aujourd'hui. Alors, vous avez plusieurs casquettes, je les signale. Vous êtes formateur, marketeur, informaticien. Ici, nous allons vous recevoir comme un informaticien, enfin non, comme un formateur, puisqu'ici on parle de la préparation de l'emploi. Alors, on parle directement à la première question. Comment adaptez-vous les programmes? Comment adapter les programmes universitaires quinois aux besoins réels des entreprises locales pour réduire les décalages entre formation et emploi? Que faut-il faire justement pour adapter voilà, les formations qui sont apprises à l'université pour qu'il n'y ait pas voilà, ces longs métrages entre formation et emploi? Il a- il enregistre. Déjà, déjà il y a vraiment un décalage au niveau de la formation et de l'emploi, et les causes sont multiples. Les causes sont vraiment multiples en fait par rapport à ces décalages-là. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes se retrouvent, ils finissent avec l'université et ils n'ont aucune compétence pratique directement liée au métier pour lequel il a étudié. Et ça freine en fait le développement de carrière de beaucoup de jeunes. Et les jeunes se retrouvent dans le chômage. Et étant dans le chômage, ils se laissent aussi aller avec les difficultés qu'il y a et tout ça. Et au bout du compte, ils ne se retrouvent plus en fait. Ils ne se retrouvent plus. Et donc, moi, je pense que le problème devait être réglé d'abord au niveau de nos universités, en fait. Et donc, comment est-ce que les universités devaient adapter le programme avec le marché de l'emploi? Premièrement, par exemple, constituer un conseil consultatif d'entreprise au sein de facultés. C'est-à-dire que, par exemple, le programme que propose de faculté devait, il devait consulter aussi les chefs d'entreprise, en fait, pour essayer d'inculquer, en fait, des choses qui sont à la norme, en fait, des choses qui se font dans le marché. Donc, les entreprises, enfin, les universités devraient, d'un côté, consulter aussi le chef d'entreprise pour essayer, en fait, d'élaborer des programmes qui vont avec le système du marché. Par exemple, au Sénégal, il y a un programme comme ça, il y a par exemple l'Université virtuelle du Sénégal, et en fait, ils collaborent directement avec les secteurs privés pour définir des certificats, des compétences en fait. Et ça permet que quand les jeunes finissent, ils ont des compétences qui sont utiles directement dans le marché. Il est aberrant, par exemple, aujourd'hui, de voir un jeune qui finit à l'économie et qui ne sait même pas utiliser des logiciels que les entreprises utilisent, notamment pour la gestion et tout ça. Et ça, c'est très grave, en fait. Vous voyez un peu.
c'est très grave. Et par exemple aussi, les universités devaient introduire de formation en fait, sur les soft skills. Bizarrement, il y a des jeunes qui finissent l'université et qui ne savent même pas ce que c'est des soft skills. Ils se retrouvent dans le milieu professionnel et ils ne s'y retrouvent pas en fait. Ça devient très compliqué pour eux. Donc les universités devaient proposer aussi des formations comme ça et des formations même en employabilité parce que c'est très important. Vous allez former des jeunes pour le monde de l'emploi et ils ne savent même pas en fait comment ça se passe dans le monde de l'emploi. Donc les jeunes devaient savoir déjà à partir de l'université l'employabilité, devaient comprendre le monde de l'emploi, comment est-ce que ça fonctionne. Et ça serait très intéressant pour le jeunes qui finissent dans des universités comme ça. Donc voilà. Voilà, très important, vous avez plaidé pour que les universités puissent adapter les programmes conformément aux besoins réels justement des entreprises. Alors la deuxième question, quelles stratégies concrètes peuvent être mises en place pour faciliter l'accès des jeunes diplômés à des stages professionnels de qualité dans la capitale? Oui. En fait, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les stages professionnels, je ne sais pas comment dire pour le jeune. Parfois, les jeunes sont eux-mêmes amenés à aller chercher de stages. Et très souvent, ils sont piqués à des problèmes, ils rencontrent un mur. Et souvent, c'est difficile. Et ils arrivent là-bas en entreprise. Et parfois, même c'est là qu'ils trouvent des stages, arrivent en entreprise, au lieu d'apprendre réellement sur pourquoi ils sont là, et on les transforme, comme on les dit en Itala, en petits candidats. Donc, ils vont aller faire des courses et tout ça pour les employés de l'entreprise, parfois faire des photocopies et tout ça. Et à la fin, ils finissent le stage et ils n'ont rien, en fait, ils n'ont rien appris. C'est ce qui cause même le problème futur quand les jeunes sont dans le marché de l'emploi, parce que déjà les stages n'ont pas été productifs et pourraient figurer également à l'université. La personne ne se retrouve pas dans le monde professionnel. Déjà, moi, je pourrais, par exemple, conseiller aux universités de créer des bureaux de liaison d'entreprise. En ce sens, chaque institution doit avoir un bureau dont c'est-à-dire l'unique performance et de savoir combien d'étudiants en fait ils ont introduit en stage en fait. C'est-à-dire que ces bureaux-là au sein des universités vont aller voir des PME ou carrément des entreprises pour leur proposer en fait le profil des étudiants en fait. Et ça, on les code par rapport au nombre en fait, par rapport aux indications de performance en fait, le nombre par exemple des étudiants envoyés en stage et tout ça. Il y a des écoles qui les font ici. Hein. Déjà à Kinshasa, par exemple, il y a une école d'hôtellerie. Je pense que ça s'appelle Jeta Kinshasa. Hein. C'est une école internationale. Et en fait, ils sont dans l'hôtellerie et tout ça. Et ils proposent en fait des profils de leurs étudiants aux entreprises. Donc moi, je pense que les universités doivent créer, par exemple, ces bureaux-là chargés en fait, d'aller voir les entreprises et pour proposer des profils des étudiants aux entreprises. Comme ça, les étudiants ont facilement accès au stage, en fait. Et moi, je pense aussi qu'on devait digitaliser en fait, le rencontre entre étudiants et entreprises, c'est-à-dire créer des portails où les entreprises peuvent facilement trouver des offres de stage pour le jeune, en fait. Et en retour, les jeunes peuvent aller voir en fait, qu'est-ce qu'il y a qui est proposé comme stage et tout ça. C'est pour permettre aux jeunes en fait, de trouver facilement des stages. Et il y a aussi un problème, qui on parle très souvent côté institution, mais il y a aussi un problème côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons avec nous des personnes qui aussi aller chercher l'opportunité en ligne, où se trouve le stage. Pour ça, par exemple, la mission des stages allant de 6 mois et qui sont rémunérés. Mais combien sont ces jeunes qui savent ces choses-là? Parce qu'eux-mêmes ne vont pas chercher des opportunités.
Donc les jeunes aussi, d'un côté, nous avons une responsabilité, et cette responsabilité est celle d'aller chercher nous aussi des opportunités de stage. Parce que les universités nous forment aussi comme étant de produits. Et un produit, ça ne reste pas à la maison. Un produit, ça se vend. Et les jeunes devaient aussi savoir comment se vendre pour aller trouver un stage. Et l'entreprise, ça ne tue pas. Tu vas aller voir quelqu'un qui finit un stage professionnel ou quoi que ce soit et de rester à la maison. Alors que c'est un produit que l'université vient de lancer dans le marché de l'emploi. Et un produit, ça c'est bon. Les jeunes doivent savoir c'est bon. Aller voir ces entreprises-là, aller proposer en fait leur produit. Et voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous continuons justement cette thématique avec Monsieur Brady Moussia, qui est formateur des jeunes. Et on est en train d'aborder un sujet spécial à la préparation de l'emploi. Il nous a donné plusieurs stratégies qu'il faut justement mettre en place pour permettre aux jeunes de pouvoir se développer en emploi. Alors, une autre question, Monsieur Brady, comment lever les barrières financières et administratives qui empêchent les jeunes quinois de transformer leur projet d'auto-emploi en entreprise formelle? En fait, déjà, il y a un problème pour nous, en fait. Les jeunes Chinois, quand ils vont aller chercher ils vont aller pas, et généralement se tournent vers l'auto-emploi. L'auto-emploi. Mais très souvent, c'est de manière informelle. Et les jeunes qui le font n'ont presque pas une éducation financière. Au bout du compte, marche pas. Ça marche pas. Parce qu'il n'y a pas une éducation financière. On le fait juste pour... voilà. On fait des activités de survie, en fait. Voilà ce qui est le problème avec les jeunes chinois. Donc moi je pense que l'État premièrement doit faciliter la tâche aux jeunes. Aujourd'hui certes il y a l'initiative qui fait déjà un travail énorme, ça c'est vrai. Mais pour beaucoup de jeunes, cela reste encore, ils n'ont pas l'accès à déjà l'information et pour eux ils pensent que c'est pour simplement de gros investisseurs et tout ça. Et ça déjà c'est un couac. Donc les jeunes doivent avoir l'accès à l'information, c'est-à-dire l'État aussi doit faciliter l'accès à l'information pour faire voir aux jeunes quelles sont les structures qui existent pour accompagner en fait le jeune entrepreneur déjà pour formaliser leurs entreprises et tout ça. Et puis faciliter aussi, si je veux dire, faciliter aussi la création d'entreprises. Déjà ce qui est fait avec les guichets uniques, il est énorme, mais je pense qu'on peut encore faire plus. Il existe par exemple au Bénin un programme, par les gouvernements s'appelle, je pense que mon entreprise, hein, voilà, le site c'est monentreprise.bj. C'est-à-dire qu'avec ça, vous pouvez formaliser votre entreprise en 3 heures. Vous imaginez? En 3 heures, vous formalisez votre entreprise. Donc nous pouvons nous inspirer aussi des systèmes qui marchent ailleurs et l'implanter ici. C'est-à-dire que faciliter encore la formalisation des entreprises, notamment par la voie numérique en fait, où le jeune peut facilement à travers les numériques formaliser leur entreprise rapidement et tout ça, et ça c'est faciliter aussi la création d'entreprises. Et les jeunes ont difficilement accès aussi au crédit en fait. Déjà parce que premièrement les banques ne leur font pas confiance, ils n'ont pas de gages envers les banques pour que les banques leur prêtent de l'argent pour financer leur entreprise. Et moi je pense que nous-mêmes, par exemple, nous pouvons créer comment est-ce qu'on appelle ça, de crowdfunding entre nous. C'est-à-dire qu'en Lingala, on dit par exemple, on appelle ça de Makeluba en fait. Donc voilà, créer des systèmes comme ça, mais qui sont régis par la loi, vous voyez. Une plateforme de levée de fonds, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui ont de l'argent qui dorment en banque. Il y a des Congolais de la diaspora, par exemple, qui ont de l'argent comme ça. Si nous pouvons créer des plateformes qui mettent en relation de jeunes, c'est-à-dire c'est des jeunes qui ont des startups, et ces personnes-là, et l'État peut facilement réglementer cela, et même aussi donner des avantages. Par exemple, imaginez un chef d'entreprise qui a investi par exemple un montant de 5 000 dollars dans une startup, et faire alléger financièrement ces chefs d'entreprise dans ses affaires, par exemple, lui faire des réductions d'impôts, par exemple, dans ses propres affaires. Vous voyez un peu.
Donc Mhm. ça, c'est aussi très intéressant pour le jeune, en fait. Et puis après, l'État aussi doit obliger les mentorats pour le jeune, en fait, le jeune créateur d'entreprise. Comme je vous ai dit au début, très souvent, le jeune créateur d'entreprise n'ont pas une bonne éducation financière. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser l'argent de l'entreprise pour leurs propres besoins ou pour les besoins de la famille et tout ça. Et ça, c'est très dangereux. Donc, Voilà, très important. Je pense que vous êtes beaucoup plus clair et en plus très profond, élargi avec des stratégies très concrètes liées justement à des situations qui peuvent empêcher que les jeunes ne puissent pas être barrés pour notamment formaliser leurs entreprises. Alors, on aimerait savoir quel est le rôle maintenant, quel rôle les incubateurs et les centres de formation technique doivent-ils jouer pour combler les déficits de compétences numériques et technologiques chez les jeunes? je pense que c'est pas les réseaux vont poser un problème. On sait un peu la voix, on sait un peu la voix. Oui, j'étais en train de dire que je pense que cette partie, vous devez la couper et reposer la question parce que là, j'ai pas entendu ce que vous avez dit puisque je suis un peu loin aussi de les mettre en fil et le réseau a tendance à déconner un tout petit peu. Voilà, j'étais en train de dire justement quel rôle les incubateurs et centres de formation technique doivent-ils jouer pour combler les déficits des compétences numériques et technologiques chez les jeunes? Oui, en fait, déjà les incubateurs aujourd'hui ils jouent un rôle très important. Hein. Ils jouent un rôle très important déjà dans le milieu de jeunes et tout ça. Mais moi je pense que les incubateurs aujourd'hui doivent passer plutôt du côté incubateur de projet à incubateur des talents. Parce qu'il y a beaucoup de talents aujourd'hui qui n'ont pas encore peut-être de projet, mais qui ont des talents énormes. Donc les incubateurs doivent aussi penser à ce jeune-là de, de programme de bootcamp, un programme de bootcamp intensif de 3 mois formé dans Eric, c'est le monde en fait. Et moi je pense que nous-mêmes nous sommes en retard, donc les uns ont un, ils ont de ces pays aussi. Je crois que l'État a. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on nous parlant de la révolution, hein, de ce qui se passe aujourd'hui. Et il reste en retard, ça il faut, il reste en retard de cette révolution de l'intelligence artificielle. Il a fallu, dans le temps, l'industrialisation et il a appris en fait et il a rattrapé son retard. Et aujourd'hui, nous voyons devant nous cette révolution qui se passe, notamment celui de l'intelligence artificielle. Le pays qui maîtrise l'intelligence artificielle demain, ce sont eux qui vont dominer. Et notre pays, où il en est par rapport à cette nouvelle, nous sommes en train de dormir. Ce qui se passe, c'est que nous sommes en train de dormir. Et d'autres pays en Afrique, le Madagascar par exemple, ils ont compris le jeu, où vont les choses. Et aujourd'hui, ils forment de jeunes dans cette nouvelle tendance qui va dominer le monde, qui est déjà en train de dominer le monde. Les Congo-Brazzaville en face de l'autre, ils ont même créé des écoles en fait d'intelligence artificielle où les élèves, ils sont encore aux humanités, apprennent déjà à utiliser l'intelligence artificielle. Vous imaginez? Et donc, du coup, les incubateurs ont un rôle très, 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 très important à jouer aujourd'hui au milieu de la jeunesse congolaise. Ouais, un rôle très important puisque nous sommes en retard, nous devons nous accélérer. D'autres pays connaissent les jeux, c'est pourquoi ils ont instauré ces programmes-là même aux humanités. C'est ce qu'a dit M. Brady Moussia. Nous sommes en train de continuer cette émission aussi spéciale avec des points très 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 capitaux que M. Brady essaie de nous étaler en ce jour. Alors, quelles mesures permettraient d'éliminer les favoritismes et les clientélismes lors des processus de recrutement pour garantir une égalité des chances réelles? Allô? Ouais, j'étais en train de dire quelles mesures pour tout justement éviter les favoritismes lors de recrutement.
pour vraiment garantir une égalité des chances réelles. Que faut-il faire pour éviter les favoritismes? Voilà, il est D, il vient de la famille de, il fait ça, il nous a donné ça pour qu'il puisse accéder Mhm, justement lors de recrutement. mhm. Que Bon, faut-il faire? déjà, oui, le problème, c'est que le clientélisme, hein, c'est très mauvais, mais les réseautages est bien. Les réseautages est bien. Donc, sauf que nous aussi, parfois, on le fait de manière abusive, en fait. Et c'est ce qui cause de problèmes dans le milieu de beaucoup de jeunes. C'est aussi que le jeune, nous aussi, nous devons savoir que le monde, en fait, ça tourne autour d'un réseau. Le monde, même au monde, le monde de l'emploi, et même dans l'entrepreneuriat, ça tourne autour d'un réseau. Quel est le réseau que tu as, toi jeune? Quel réseau tu as qui te permet d'accéder à certaines opportunités? Parce qu'il y a certaines opportunités qui ne passent qu'en interne. Jamais vous n'entendrez parler d'une opportunité comme ça, publiée sur Internet et tout ça, ça se passe qu'en interne. Et donc, du coup, quand vous n'avez pas un réseau, vous ne pouvez pas connaître ces choses. On va se mettre par exemple dans un contexte. Il y a un poste qui va se libérer dans une entreprise. C'est-à-dire que la première personne à connaître qu'il y a un poste ou carrément il y a un décès dans l'entreprise et qu'il y a un poste vacant, premièrement, ce sont les travailleurs de l'entreprise. Et ces travailleurs d'entreprise ont leur famille, ont tout ça et tout. Et les chefs d'entreprise, et même le recruteur, lui aussi, il a sa famille, il a toutes ces choses. Vous voyez. Donc déjà, premièrement, on se rend compte que les opportunités, ça passe d'abord par un réseau avant que ça arrive au grand public. Donc les jeunes devraient premièrement se constituer aussi un réseau pour avoir accès à certaines opportunités qui ne sont pas publiées en ligne. Et voilà maintenant le mal qui arrive aussi quand les opportunités sont publiées en ligne, c'est là où maintenant entre en jeu le favoritisme. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas ces compétences, mais on le met parce qu'il est soit un PDG ou quelque chose comme ça. Donc les entreprises devraient aussi instaurer, moi je pense, un système d'anonymat dans la liste du CV. C'est-à-dire que le CV, ça arrive, on voit par rapport aux compétences, c'est-à-dire que le nom n'est pas affiché et tout ça, et le recruteur se base par rapport aux compétences. Et l'État aussi doit obliger, par exemple, pour certains postes, que les entreprises puissent constituer, par exemple, des services externes, en fait, de recrutement externe. C'est-à-dire que pour un poste vacant, l'entreprise fait parvenir l'offre à une entreprise d'audit externe. Et cette entreprise-là, c'est elle qui va faire maintenant c'est-à-dire le recrutement, tout le processus, et amener peut-être par l'entreprise les trois derniers talents. Et c'est à l'entreprise de voir maintenant qui est recruté parmi les trois derniers talents. Et là, on s'assure que voilà, il n'y a pas eu de favoritisme. Vous voyez. Et aussi digitaliser le processus, en fait, le processus de recrutement. Parce que très souvent, ça se passe que quand on colle un visage à un CV, c'est là qu'on se dit, ouais, c'est un frère. Maintenant, parfois, c'est digitalisé. Et on limite, en fait, ces problèmes-là. Donc, voilà. Alors, est-ce que le réseautage ne favorise-t-il pas l'accès facilement à l'emploi? Vous avez dit, tout le monde dans l'entreprise a ses relations. Jeune, tu dois avoir une relation pour que ça te permette de pouvoir accéder à certaines opportunités. Mais dites-nous, est-ce que les réseautages ne favorisent pas justement l'accès au recrutement facile? Puisqu'il y a d'autres jeunes qui accèdent à des fonctions alors qu'ils ne sont pas vraiment compétents en ça. Est-ce que c'est là ne fragilise pas tout justement voilà l'efficacité d'une entreprise puisque le réseautage permet aujourd'hui aussi à d'autres jeunes de pouvoir avoir les emplois. Oui. En fait, le problème, moi je pense que le réseautage n'est pas le problème. Le problème, ça reste au niveau des compétences, en fait. Moi, je vais vous poser une question. Entre quelqu'un à compétences égales, c'est-à-dire que vous avez deux personnes, des compétences égales, entre une personne que vous connaissez et quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous prenez qui? Sûrement, vous prenez la personne que vous connaissez. Et ça se passe comme ça partout dans le monde. Ça se passe comme ça partout dans le monde. Donc, le problème peut être au niveau de la compétence. Est-ce que la personne que j'engage est compétente? Quand la personne elle est compétente, que vous la connaissiez ou pas, je ne trouve aucun inconvénient à cela. Donc, c'est plutôt la partie compétence. Donc, un jeune qui a des compétences et qui a un réseau, je trouve
disons, anormal de refuser un poste parce qu'il connaît par exemple le directeur. Mais s'il répond favorablement aux conditions en fait pour avoir l'emploi, eh ben, c'est d'ailleurs la personne doit, parce que là on connaît la personne. Donc vous voyez. Très important. Alors, comment intégrer l'apprentissage des soft skills dès les cycles secondaires pour mieux préparer les futurs candidats au monde du travail? Donc, en fait, les soft skills, comme je vous ai dit autrefois, c'est très important aujourd'hui et justement les écoles en fait doivent intégrer les soft skills à l'apprentissage en fait au niveau des élèves. Déjà, bizarrement, beaucoup de personnes apprennent que les soft skills existent dans le monde professionnel. Déjà passant par l'université, ils ne savent même pas ce que c'est les soft skills. Et quand ils disent, c'est alors qu'ils apprennent que ben voilà, les soft skills ça existe et tout ça. Donc, les écoles devraient par exemple intégrer cela dans leur plan en fait, créer de comment dire, créer de programmes par exemple par semaine où le jeune apprenne en fait sur les soft skills et créer de programmes de leadership en fait dans des écoles, des programmes de leadership dans des écoles par exemple où le jeune se formait par exemple sur la gestion de l'environnement, sur toutes ces choses. Et ces structures-là sont dirigées uniquement par les élèves, vous voyez. Et ils mènent des actions sur le terrain peut-être une fois par mois, où le jeune mène des actions sur le terrain, les élèves mènent des actions sur le terrain. Et ça leur permet d'apprendre, par exemple, le leadership, la gestion et tout ça. Et toutes ces choses vont participer grandement à développer les soft skills des élèves. Le travail en équipe. Donc voilà. Voilà, Donc, quel ça doit être plutôt mécanisme, oui, justement. Alors, quels mécanismes de financement innovants peuvent être créés pour soutenir les jeunes entrepreneurs quinois qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique? oui. Puisque Donc, je pense que le financement actuellement, c'est un grand couac, hein. Il y a des jeunes qui ont des idées, mais voilà, ils n'ont pas assez d'argent. Et les banques aussi, pour aller là-bas prendre l'argent, financer les jeunes entrepreneurs, c'est tout un problème. Il y a beaucoup de processus. Déjà qu'il y a trop de choses à faire à la banque. Alors, le problème reste aussi au niveau du financement. Le projet est là, l'incubateur est là, mais il n'a pas d'argent. Toi aussi, tu es jeune, tu as un projet, mais tu n'as pas d'argent. Alors, quel mécanisme des financements innovants pourraient justement accompagner les jeunes? oui. Et donc, comme je l'avais dit tout haut, on pourrait créer par exemple, disons, vous voyez, comme je le disais, dans l'ADN des Congolais, hein, donc l'idée ici maintenant, c'est de formaliser ces systèmes-là. Donc, on pourrait créer par exemple de plateformes numériques, c'est-à-dire de sites régulés par la banque centrale, bien sûr. Par exemple, un jeune entrepreneur de l'idée peut lever par exemple $2000 auprès de 100 personnes et la diaspora est ici. Vous voyez en fait. Et ça, c'est régulé par la banque. Et c'est pas pour bénéficier peut-être de ce qui donne, de ce qui va donner ces jeunes-là. Et par exemple, le chef d'entreprise qui finance un projet d'un jeune et en retour, l'État l'allège en fait au niveau par exemple de ses impôts. Et là, ça permet en fait aux jeunes d'avoir accès facilement au financement. Et ça, c'est des systèmes qui existaient déjà dans d'autres pays. Par exemple, au Nigeria, c'est un système qui existait déjà. Il y a des plateformes comme ça qui s'appellent par exemple Farm Crowding, je pense. Ou Crowd, voilà. Farm Crowd. C'est un système qui existe au Nigeria où les gens viennent en fait financer des projets de jeunes. Parce que si on s'attend aux banques, c'est un peu compliqué. Et puis, il faut savoir aussi que l'État aussi a mis des petits systèmes qui financent le jeune, mais parfois c'est très difficile. Et parfois aussi, les jeunes entrepreneurs n'ont pas accès à l'information pour aller savoir que ces structures-là existent. Donc, vulgariser ces systèmes-là qui existent déjà mis en place par l'État, et essayer aussi de créer de plateformes comme je viens de l'expliquer. Et ça va beaucoup aider les jeunes entrepreneurs. Voilà, ça va beaucoup aider les jeunes. Il y a d'autres pays qui sont développés. Les nôtres est encore en rescousse. Alors, pour chuter, Monsieur Brady, votre dernier mot. Oui. Moi, je voudrais dire ceci aux jeunes. En fait, nous sommes au 21e siècle.
c'est-à-dire le siècle de l'information. Aujourd'hui, celui qui est riche, c'est celui qui possède l'information. Quelle est l'information que tu possèdes, toi, jeune? Quelle information que tu possèdes? C'est-à-dire que nous devons posséder l'information. Nous devons assister aux conférences, parce que c'est là où il y a des informations. Nous devons assister aux conférences. Nous devons chercher sur Internet quelles sont les nouvelles tendances. Parce qu'une idée peut naître à travers une recherche d'information, à travers une information, une idée née comme ça, et une entreprise née. Donc, nous ne devons pas rester l'utilisation passive de réseaux sociaux, c'est-à-dire que nous sommes là que pour regarder et tout ça, se jouir de tout ce qui s'est fait sur Internet et tout ça. Nous devons aller à l'information, aller chercher l'information. Celui qui possède l'information aujourd'hui, c'est celui qui est roi. Quels sont les types d'informations que tu possèdes? Quels sont les types de formations que tu suis? Nous devons nous former continuellement. Aujourd'hui, la formation n'est plus un luxe. Nous avons accès à la formation et gratuitement sur Internet. Quel est le temps que tu passes en fait à te former? Ton passe-temps en fait c'est quoi? Sur quoi est-ce que tu passes ton temps? Est-ce que c'est sur des balivernes ou sur des choses qui sont constructives pour ton avenir? Donc le jeune, nous sommes face à une responsabilité devant nous. Cherchons les bonnes informations et formons-nous. Voilà, cherchons les bonnes informations et formons-nous. Ce seraient les derniers mots de